Donc, a priori, beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de FPGA et quelques-uns qui n'ont jamais entendu parler de FPGA. Je ne me suis pas présenté rapidement, je suis oublié, excusez-moi avec la régie. Donc, je travaille chez ENI depuis maintenant 5 ans. En fait, je suis un ancien de ENI qui a quitté ENI il y a très longtemps. J'ai fait 15 années d'intégration dans une boîte qui s'appelait Arcal, pour ceux qui connaissent. Et je suis revenu chez ENI depuis 5 ans où je fais de l'expertise technique avant-vente, principalement pour l'aérospatiale. Et je fais beaucoup de HIL, beaucoup de temps réel et beaucoup de FPGA. Voilà. Alors, l'agenda aujourd'hui. Quelques rappels sur ce qu'est la bio-FPGA, comment ça s'utilise. Comment on peut tendre ses capacités en fait en réutilisant du code externe, donc du code HDL, on verra comment. Les différentes options qui s'offrent à vous si vous voulez utiliser du code externe, que ce soit des intégrations au travers de clips ou au travers en fait de l'IP intégration de Node. On verra ce qu'est le socketed clip et à la fin, je vous montrerai en fait d'autres types de produits qui sont au catalogue que peu d'entre vous doivent connaître, qui permettent de pouvoir faire des trucs hyper avancés en fait avec des liaisons à plusieurs gigabits par seconde sur certains types d'applications bien précises. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un FPGA? Un FPGA, c'est un circuit logique reprogrammable dont vous pouvez définir par logiciel le comportement. Pour faire très simple, au lieu de prendre des composants logiques que vous soudez, les uns aux autres, vous décrivez par logiciel en fait le comportement physique de votre système en fait in fine. Historiquement, il y a différentes façons d'implémenter par logiciel cette description-là. C'est les langages HDL, donc soit le VHDL, soit le Verilog. Grosso modo, en Europe, on est plutôt VHDL et aux US, ils sont plutôt Verilog. Et aussi, on peut le faire avec LabVIEW. LabVIEW par-dessus ça. L'intérêt de LabVIEW, en fait, c'est comme c'est un langage graphique, il va très bien représenter en fait l'implémentation bas niveau sur un composant en fait de ce qui va vraiment faire le composant. Donc, on propose chez ENI depuis LabVIEW 7. Donc, LabVIEW 7, ça me rajeunit un peu. Ça devait être en 2003-2004, en fait, l'utilisation de LabVIEW FPGA sur pas mal de nos plateformes. Et on verra ces plateformes en fait après. Tout à l'heure, le Compact Trio qui était comparé à un automate Beckhoff. Certes, c'est un peu plus cher qu'un automate Beckhoff, mais ça contient un FPGA. Il n'y a pas de FPGA dans un automate Beckhoff. Le but en fait d'un composant FPGA et de LabVIEW FPGA, c'est de définir en fait au travers du logiciel le comportement. Est-ce que vous voyez mon curseur ou pas? Non, je n'ai pas le bon curseur. On va prendre le laser pointer. Voilà. Le but c'est de définir par logiciel en fait comment vont être agencés les différents composants en fait de ce composant reprogrammable. Donc vous allez créer en fait ce qu'on appelle un design. Et puis si demain vous voulez changer le design, et ben, en fait vous pouvez réfléchir le FPGA en fait quasiment par l'infini quasiment. Et votre applicatif in fine, qui peut être sur un Compact Trio ou un PXI ou un PC, il peut à la volée en fait redéfinir le comportement de ce matériel-là. À quoi ça va servir en fait d'expert du FPGA? Ça va servir à faire tout ce qu'on peut pas faire en software. Je vais faire un PID à 100 kHz, impossible à faire en temps réel. Je le ferai en FPGA. Je vais pouvoir être actif à 10 nanosecondes, 100 nanosecondes ou à microsecondes sur un discret, je vais le faire en FPGA. Tout ce que le software ne peut pas le faire, avec une précision temporelle élevée, le FPGA va me permettre de pouvoir le faire. L'intérêt du FPGA, en fait, c'est qu'il a cette flexibilité d'être reprogrammable, en fait, quasiment à l'infini à partir du moment où vous modifiez son comportement. Un FPGA, ça contient des ressources, typiquement des entrées-sorties discrètes, entrées-sorties analogiques, des blocs mémoire, des blocs de calcul mathématique, des lookup tables, des fonctions binaires de base. Et le rôle, en fait, d'un designer, c'est de décrire sous forme de software le comportement du composant. Et ce comportement software va être compilé pour aller utiliser les différentes ressources qui vont se trouver dans le FPGA. Il y a différentes familles de FPGA, il y a différents fabricants de FPGA. Ce qui va décider en fait le FPGA que vous allez utiliser, c'est les I/O disponibles, est-ce que vous faites du discret, est-ce que vous faites de l'analogique, la quantité que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc plus vous voulez un code gros et un comportement important, plus vous allez devoir choisir un FPGA d'une taille conséquente. Sur le marché, il y a différents fournisseurs de FPGA. Vous avez Xilinx historique, vous avez AMD, maintenant, alors c'était quoi l'origine? C'est AMD, maintenant c'est Intel, qui font des FPGA, puis il y en a d'autres. Et donc ENI, la plateforme, on travaille principalement avec Xilinx. Donc toutes nos cibles FPGA, c'est du Xilinx. Ici, vous avez en fait la transcription. Quand vous posez en fait un bout de code LabVIEW FPGA dans un VI, chaque nœud que vous avez en fait va être transpilé en code VHDL. Transpiler, ça veut dire convertir. D'accord? Donc à chaque primitive, donc une primitive, c'est les fonctions en fait en jaune que vous connaissez, vous avez l'équivalent en fait VHDL qui se trouve derrière. Et donc quand on va utiliser en fait un bout de code LabVIEW, ce qui va se passer, c'est que ce bout de code LabVIEW va être converti dans sa globalité en VHDL. Okay, il va y avoir différentes étapes qui vont avoir lieu pour en fait aller jusqu'à l'implémentation du binaire, du bit file sur le FPGA.
La première chose, en fait, on va faire la synthèse. La synthèse, c'est quoi? C'est identifier dans le code tous les composants physiques dont je vais avoir besoin. On ne se préoccupe pas de savoir combien, on ne se préoccupe pas de savoir où est-ce qu'ils vont être mis, est-ce que j'aurai cette place. On évalue juste en fait l'ensemble des ressources dont je vais avoir besoin sur le composant. Deuxième étape, en fait, on va faire la partie synthèse. La partie synthèse, en fait, il va y avoir une espèce de représentation sous forme de schéma de ce qu'on a décrit en fait au travers du logiciel, que ce soit du VHDL, que ce soit du Verilog ou que ce soit du Labio. Troisième étape, une fois qu'on a fait en fait ce schéma sur la gauche que vous avez ici, en fait, va avoir ce qu'on appelle en fait le mapping, le placement et le routage. Le mapping, en fait, c'est qu'on va essayer de faire matcher tous les composants qu'on a identifiés sur le hardware. Est-ce qu'il est disponible? Après, on va les placer. Et après, on va faire le routage. On va interconnecter les blocs. Et in fine, avant la génération du bitfile, qui est le stack d'après, on va vérifier en fait que les timings que l'on a mis sont respectés. Je schématise. Imaginons que je décide en fait d'être réactif à 25 nanosecondes sur un discret et de prendre une décision pour piloter un autre discret. Il faut être sûr en fait que ce timing est respecté. Et in fine, vous allez avoir la génération d'un bitfile. La génération d'un bitfile qui est ce que en fait vous allez flasher sur le composant. Soit le flasher en fait en dur, vous allumez le châssis PXI, vous allumez le compact trio et le FPGA est actif, soit c'est votre applicatif Labio, Python, C ou autre qui tourne sur votre environnement qui va aller flasher le comportement à un moment particulier de ces cartes-là. Ces étapes qu'on a vues ici, en fait, elles ne sont pas faites par Labio. Donc la transpilation VHDL est faite par Labio, mais toutes les autres étapes, synthèse, map, placement, routage et évaluation de timing, c'est fait par un outil à part, qui est l'outil de chez Xilinx. Toutes nos cibles utilisent des FPGA Xilinx. Donc, quand vous avez une licence Labio FPGA cachée dans votre machine, vous pouvez l'utiliser. Il y a une licence en fait Vivado de chez Xilinx. Alors, historiquement, on utilisait ISE, mais Xilinx en fait a deux outils qui ont évolué avec le temps, ISE et End of Life. Et maintenant, on travaille avec Vivado. Mais si vous travaillez avec d'anciennes cibles de chez ENI, il n'est pas impossible que vous ayez ISE installé à la place de Vivado. C'est clair pour l'instant? Tout le monde me suit? Ouais. Alors, ces étapes-là, en fait, elles sont pas rapides. Quand vous lancez une compilation d'un programme en C ou un build d'un exe en Labio, ça prend quelques secondes, quelques minutes. Le minimum du minimum quand vous faites une compilation VHDL, enfin une compilation Labio FPGA, c'est quelques minutes, jusqu'à plusieurs heures. Ça va dépendre de la puissance de calcul que vous avez sur votre machine et de la complexité du design que vous allez avoir. Donc, ce qui découle de ça, c'est que quand je fais une modification de mon code Labio FPGA, je transpire parce qu'il va falloir que j'attende que ça compile. Et après, il va falloir le tester. Parce que, en fait, typiquement, quand vous designez du hardware, c'est pas en fait je clique, je teste et je modifie. Il y a toutes ces étapes-là en fait à suivre qui vont prendre plus ou moins de temps. Donc, l'intérêt de travailler avec Labio FPGA, c'est ce qu'on va voir après, c'est que quand on design du hardware, on va essayer au minimum en fait de réinventer la roue. Autant en software, on peut se le permettre, autant en hardware, c'est compliqué. Parce que qui dit en fait réinventer la roue en hardware, ça veut dire faire de la revalidation en simulation, on en reparlera, et de la revalidation en réel. Alors, j'anticipe aussi par rapport à la suite. On peut faire un design Labio FPGA purement en Labio, mais si on ne veut pas réinventer la roue, il y a pléthore d'IP en fait, qui existent sur le marché, soit gratuites ou pas. Donc une IP, c'est un bout de code Verilog ou un bout de code VHDL qui a déjà été testé et prouvé, que je peux réincorporer dans mon design Labio pour éviter de réinventer la roue, un peu comme si j'appelais du code C compilé en fait, dans un applicatif Labio ou du Python dans un applicatif Labio. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec du Labio FPGA? Toutes les cibles qui sont sur l'écran. Donc, historiquement, on a commencé par des cartes FPGA qui sont toujours au catalogue, celles-ci. Donc, ces cartes-là, typiquement, elles ont des horloges à 80 MHz. Donc, ça fait 12,5 nanosecondes. Donc, vous pouvez en fait sampler des discrets à 12,5 nanosecondes et prendre des décisions sur les discrets ou générer des discrets à 12,5. Après, la plateforme a évolué. On a des cartes en fait de plus en plus complexes, qu'on verra tout à l'heure. On a des compacts Rio qui intègrent un FPGA qui est optionnel, qu'on peut en fait intercaler entre le monde de l'IO et le monde temps réel. On a des environnements RF dédiés, on a des VST, donc des outils qui font de la génération et de l'acquisition RF, et on peut customiser ce qu'il y a au milieu avec la Labio FPGA. On a pléthore en fait, de possibilités au catalogue ENI pour utiliser la Labio FPGA et pour faire ce qu'on ne peut pas faire en software, mais au travers du hardware. Je ne vais pas trop insister plus longtemps sur ça, je vais juste vous montrer deux choses importantes à comprendre. C'est la notion de logique séquentielle et la notion de logique combinatoire. Quand vous codez en Labio FPGA, déjà, vous avez une sous-palette Labio. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui n'existent pas dans l'environnement FPGA. Si par exemple vous voulez faire de l'ActiveX ou appeler une DLL, vous ne pourrez pas. Donc vous avez des fonctions de base en fait qui est beaucoup plus limitée que la palette Labio. Ici, je fais de la logique
séquentielle. Quand vous posez une boucle while en LabVIEW FPGA, chaque nœud que vous posez dans votre code, c'est un tic d'horloge, principalement. À quelques fonctions près, certaines prennent 2 ticks, mais la plupart des fonctions que vous avez, c'est un tic d'horloge. De base, en fait, quand on ne change rien, l'horloge de base d'un composant FPGA, c'est 40 MHz. Donc là, si vous regardez le diagramme qu'il y a derrière moi, si vous regardez tous les blocs qu'il y a, à partir du contrôle jusqu'à la sortie, en prenant les itérations de la boucle, ça vous prend en fait au bas mot 12 ticks. En fait, c'est de la logique combinatoire. Entre chaque bloc que vous avez là, en fait, vous avez une bascule qui vient en fait mémoriser la donnée. Et donc, à chaque fois que vous avez un front d'horloge, les données en fait passent de bascule en bascule en bascule. Donc, le temps de propagation, que l'information elle soit ici ou là, ça vous prend au bas mot 12 ticks. 12 ticks à 40 MHz, vous avez à peu près 3,5 méga calculs en fait, qui sont faits par seconde. Vous m'avez suivi par rapport à ça? Donc ça, c'est de la logique en fait combinatoire. Pardon, la logique séquentielle, excusez-moi. Ici, il y a une subtilité, vous voyez là, la boucle while, en fait, ici, elle prend l'évaluation de la boucle while, parce qu'en fait, on vérifie en fait la condition et le bascule, ça prend 2 opérations en fait FPGA, c'est pour ça qu'il y a des plus 2. Si on veut aller plus vite, on ne va pas travailler avec une boucle while, on va travailler avec ce qu'on appelle une single cycle loop. Ce que vous faites en temps réel, pour ceux qui font du temps réel, ça existe aussi en FPGA. Et là, c'est de la logique combinatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous définissez une contrainte. Donc là, on a une boucle, on lui a mis une contrainte. Et toute la logique qu'il y a dedans, elle est plus temporisée, elle est plus latchée, elle est purement séquentielle. C'est des fonctions qui s'enchaînent les unes par rapport aux autres. Et plus vous allez, et l'intégralité du code qu'il y a là-dedans s'exécute en fait dans les 25 nanosecondes. 40 MHz, ça fait 25 nanosecondes. Plus vous allez mettre de logique à l'intérieur, plus le chemin ici va être long, moins vous aurez de chance en fait de respecter ce timing-là. C'est pour ça que quand vous allez compiler un design FPGA, il y a est-ce que vous avez assez de ressources sur la carte? Est-ce que vous n'avez pas consommé trop de mémoire, trop d'IO, trop de logique de base? Et 2, est-ce que en fait, l'accumulation de toutes vos portes logiques associées à ce code LabVIEW et VHDL là fait que vous respectez votre timing. Et vous avez in fine, à la fin de la compilation ou au cours de la compilation, soit un succès et la compilation a fonctionné. Alors ça veut dire que la compilation a fonctionné, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est fonctionnel réellement sur le composant. Après, il faudra le retester. Et dans tous les cas, vous pouvez tracer, en fait, l'environnement LabVIEW est assez smart pour vous dire la compilation a failé pour différentes raisons. Soit il n'y a pas assez de place, et là vous avez un exemple en fait où typiquement la compilation a failé parce qu'il y a un chemin qui est beaucoup trop long, et en double-cliquant sur le chemin, vous pouvez identifier en fait qu'une fonction est en trop et qu'elle ne permet pas de respecter le timing que vous avez spécifié comme contrainte à l'exécution de votre hardware. D'accord? Voilà. Alors, toute cette étape de compilation est faite en sous-couche en fait par Xilinx et l'outil Vivado ou ISE pour les anciennes cibles, mais tout est rendu en fait simplifié par rapport en fait au monde LabVIEW. Et ça, c'est vrai pour toutes les plateformes, que ce soit des cartes FPGA PC, PXI ou Compact Trio. OK. Alors, ça, c'est le LabVIEW de base. Ce qui est compliqué, en fait, quand on fait un design FPGA, c'est que quand on va implémenter un circuit logique sous forme de software, déjà, il faut se dire que ce n'est pas parce que je peux le coder qu'il est synthétisable. Ça veut dire que je peux mettre des fonctions dans mon code LabVIEW FPGA qui peuvent fonctionner en simulation, mais qui ne tourneront pas en fait en réel, qui ne sont pas synthétisables dans le composant. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'éviter de réinventer la roue. On peut faire des choses très complexes en LabVIEW, mais il y a certaines IP en fait, qui ont déjà été validées et éprouvées, qu'on peut récupérer très facilement. Et le but de ce que je vais vous montrer là, c'est comment on peut récupérer du code et l'intégrer dans LabVIEW pour éviter ces travaux de revalidation de briques et de recodage de briques. Donc, tout le monde comprend le terme IP? Oui. Donc une IP, en fait, c'est un bout de code, ça vient du monde du hardware, hein, c'est un bout de code qui décrit sous forme de Verilog, sous forme de VHDL ou de netlist, j'expliquerai ce qu'après c'est OK netlist, le comportement d'un circuit que je vais pouvoir réintégrer dans mon environnement LabVIEW, comme si j'appelais une DLL ou un .so en fait, dans un applicatif LabVIEW pour Windows ou LabVIEW pour Linux. On va voir qu'on a des outils qui sont à disposition permettant de faire ça, et on a en fait grosso modo 3 chemins qui sont possibles. On va commencer par le chemin simple, c'est le chemin dans lequel l'IP ne manipule pas de hardware, pas d'entrée-sortie physique du composant. Donc elle fait du processing, elle fait du calcul, elle traite des données, mais elle n'est pas capable d'écrire sur une entrée-sortie de la carte ou sur une entrée-sortie analogique de cette carte-là. On verra qu'il y a 2 options. On peut faire ce qu'on appelle du clip.
du user clip, et on peut faire en fait après de l'IP node. J'expliquerai la différence entre les deux et les impacts que ça peut avoir. Et la troisième option, c'est de créer ce qu'on appelle un socketed clip, qui est un bout de code, un coup de code VHDL, de récupérer un code qui est capable d'accéder directement aux IO. La plupart des personnes qui ont déjà fait du LabVIEW FPGA dans cette salle-là, je pense qu'elles ont toutes fait si elles ont fait du VHDL, elles ont toutes fait plus ou moins soit de l'IP interface node, soit du clip. Elles n'ont jamais manipulé les IO directement depuis le VHDL. LabVIEW manipule les IO, LabVIEW appelle du VHDL, et typiquement, c'est LabVIEW qui fait le lien entre le VHDL et les entrées-sorties. Ça a des avantages, c'est facile à faire. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas hyper performant, et pour certains domaines d'application, ce n'est pas possible de travailler comme ça. Donc, je vais essayer de expliquer les trois différences, en focalisant en fait les trois méthodes, en focalisant sur les différences, et en présentant un peu plus détaillé en fait le clip, qui est la façon que je considère la plus facile, le user clip, le plus facile d'intégrer du VHDL. Donc, dans votre projet LabVIEW, vous allez devoir déclarer un clip. Pour déclarer un clip, il faut avoir un bout de code HDL. Alors, on peut appeler du VHDL en direct. Le Verilog, on ne peut pas. Le Verilog, il faut le compiler sous forme d'une netlist et la wrapper dans du VHDL. Qu'est-ce que c'est qu'une netlist? Une netlist, pour ceux qui sont familiers avec la programmation en C, c'est l'équivalent d'un point objet. Quand vous prenez un fichier C, dans le monde de la programmation C classique, avant d'en faire un exécutable, votre C devient un point objet, et ce point objet, après, est linké avec d'autres points objets pour créer un exécutable. Et bien, une netlist, en fait, c'est un fichier VHDL ou Verilog qui est précompilé, mais qui est agnostique du hardware. Et c'est après qu'il sera, grosso modo, assemblé dans ces différents éléments. Si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra en parler après. Alors, la problématique qu'il y a déjà, c'est que limitons-nous au VHDL. Dans le monde VHDL et le monde LabVIEW sont totalement différents. C'est-à-dire que le monde VHDL est un langage très fortement typé, beaucoup plus que le Verilog, et on peut créer des types de données très structurés. Donc, il y a l'équivalent des structures qu'on appelle des records, donc c'est un peu, grosso modo, des clusters. Sauf que quand on passe du monde du VHDL au monde LabVIEW, on est limité par ces interfaces-là. C'est-à-dire que LabVIEW, en fait, lui, ça, c'est les types VHDL de base, et ça, c'est les types LabVIEW associés. Donc, si votre code VHDL, en fait, a des entrées et des sorties de ce format-là, ils vont être mappés, en fait, dans tous les types LabVIEW que vous connaissez, U8, I8, FixPoint, et ainsi de suite. Si vous avez, en fait, un type VHDL qui n'est pas reconnu là-dedans, donc typiquement un type sophistiqué, il va falloir passer par un wrapper. Il va falloir, en fait, quelque part, faire quelque chose entre votre code LabVIEW et ce code VHDL, qui sera aussi du VHDL, pour pouvoir, en fait, faire la passerelle et remonter dans un type que LabVIEW FPGA connaît. C'est la première chose. Voilà. Donc après, comment ça va se passer? Une fois que vous avez votre bloc, vous allez aller dans votre projet. Alors, je vais avancer un peu. Voilà. Vous allez aller dans votre projet, ici. Donc ici, j'ai un projet avec une carte FPGA classique. On va pouvoir aller dans les properties. On va pouvoir aller incorporer, en fait, créer donc ce qu'on appelle un nouveau clip. Donc un clip, ça va être dire, j'incorpore en fait dans mon projet tel ou tel fichier VHDL. Vous allez aller chercher en fait le ou les fichiers VHDL que vous voulez ajouter en fait à ce clip. Donc là, c'est un exemple en fait qu'on peut trouver en ligne qui vous explique comment incorporer dans du code LabVIEW FPGA un additionneur 8 bits, 2 fois 8 bits en fait dans LabVIEW. Donc là, j'ai récupéré un fichier VHDL, mais si on a un design plus complexe qui contient plusieurs fichiers VHDL, on peut en incorporer autant qu'on veut. Il suffira juste de dire en fait quel est le VI, quel est le VHDL, qui est le top level, lequel est le point d'entrée. Voilà, donc ici on peut ajouter en fait, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut aussi ajouter des formes de fichiers contraintes. Donc des contraintes en fait c'est spécifié pour certaines entrées-sorties de ce code VHDL en fait des contraintes temporelles qu'on voudrait appliquer. Donc c'est des fichiers UDC qui sont un format Xenix. Une fois qu'on a fait ça, on arrive en fait sur cette partie-là, on va pouvoir cliquer sur Next. Et première chose, c'est qu'on va devoir spécifier sur quel type en fait de FPGA on veut compiler. Donc on a différents types de cartes, donc différentes familles de FPGA. Et donc typiquement, en fait, la compilation va être différente en fonction du FPGA qu'on va cibler. Donc on peut demander à limiter l'incorporation de ce code externe à une famille particulière, parce que certains codes VHDL sont fonctionnels que sur certaines familles de FPGA. Le code VHDL, ce n'est pas un code générique comme du code C. Il y a certaines ressources en fait, qui sont spécifiques à certaines familles. Donc soit on décide de rendre le clip pour toutes les familles, soit on spécifie une famille associée, et ça on le sait en fait quand on lit la documentation de l'IP qu'on a acquis ou qu'on a récupéré, on sait si elle est générique ou si elle est limitée. Ensuite, on va pouvoir, ça c'est très important, vérifier la syntaxe. Donc là, c'est un moyen très simple de vérifier que le code VHDL il est syntaxiquement correct et qu'il passera à la compilation sans problème en fait dans la partie Xenix. Tu as parlé de plusieurs familles.
ça génère plusieurs fichiers, un pour chaque cabine de FPGA. Ouais. Quand le code est plus compliqué, ça fait qu'un seul code. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que dans un code VHDL qui est entre guillemets générique, il utilise des blocs qui sont disponibles dans toutes les familles de FPGA. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Et, voilà. Et par contre, certaines fois, il y a des codes VHDL qui, en fait, intègrent des blocs qui n'existent que dans la famille Kintex 7 ou dans la famille Virtex 7. Et donc, ils ne seront pas synthétisables, en fait, pour un Virtex 5, par exemple. Tout dépend de ce qu'il y a. En fait, pour l'exemple qu'il y a là, c'est du code de VHDL générique qui marchera pour toutes les cibles. On ne se pose pas la question. Mais si on a un design très compliqué, il est possible qu'on utilise une ressource spécifique d'une famille de composants en particulier, et donc on fait suivre une famille spécifique. Alors, donc on vérifie la syntaxe. Voilà. Et après, toc. Donc, il va vous faire un petit rapport de la syntaxe, vous dire si c'est bon ou pas. Et une fois que vous avez spécifié la syntaxe, il va identifier en fait les entrées et les sorties de votre clip. Qu'est-ce qui va communiquer avec la BIOS? Donc là, il y a 3 types de signaux qui peuvent transiter. Il y a les horloges, il y a en fait les resets et tout le reste. Typiquement, les clocks, ce n'est pas la BIOS qui la génère. Vous allez avoir une clock en fait sur votre cible et vous pouvez dire que le code VHDL, en fait, il va tourner à cette clock-là. Pour ceux qui ne sont pas familiers, en fait, quand on décrit un code VHDL, on dit, bah voilà, cette liste de signaux, elle est réactive au changement d'état de cette horloge-là, et sur changement d'état de cette horloge-là, je prends telle ou telle décision. Donc là, on va pouvoir spécifier d'où vient la clock. Ce n'est pas la BIOS qui génère la clock, elle est dans le projet. C'est un composant physique. Le reset, bah, généralement, c'est le reset qui est associé au déploiement du code FPGA. Et après, vous avez les I/O. Donc les I/O, c'est tout ce qui rentre et ce qui sort de mon code VHDL. Comment ça remonte dans la BIOS, sous quel format? Est-ce que c'est du fixed point, du U8 et du I8? Et ça, c'est l'interface que je vais récupérer dans la BIOS. Voilà. Alors, un point important, à partir du moment en fait, où votre code VHDL il a une horloge, il faut lui spécifier une contrainte. Qu'est-ce que c'est qu'une contrainte? C'est dire, mon code là, il est fait pour tourner à telle vitesse. Donc, je dis que cette horloge, elle doit être capable d'aller de 100 à 110 MHz. Et lui, il va évaluer dans le code VHDL si tous les blocs mis à bout qui manipulent cette horloge-là peuvent respecter le timing. Donc, c'est une information de dire au compilateur, la clock dans le VHDL, contrainte 100 MHz, est-ce que ça tient ou pas? Voilà. Alors après, petite utilité, vous pouvez spécifier en fait si les entrées qui rentrent et qui sortent. Donc ici, on voit que mon additionneur, il a 2 entrées en fait, 8 bits pour la valeur A et la valeur B, et une sortie 8 bits pour la valeur C. Je dis en fait, est-ce que je peux gérer ces valeurs-là dans une single cycle loop? J'expliquerai après en fait qu'un clip, on peut le travailler dans une boucle while classique ou une single cycle loop pour des questions de déterminisme. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, qu'on a déclaré au niveau du projet, je vais pouvoir l'instancier dans mon VI LabVIEW. Donc, je peux en instancier plusieurs. Donc, je crée une instance en fait de mon clip adder que je vais retrouver en fait dans mon projet LabVIEW comme ceci. Donc, j'ai mon projet LabVIEW. Sur mon PC, j'ai une carte en fait PXI 1976R qui contient un composant FPGA. De base, il y a une horloge à 40 MHz. Si je crée un VI là-dedans, que je mets une boucle while, toutes les fonctions en fait seront tickées à 25 nanos. Et je viens d'insérer mon composant, en fait, alors j'ai laissé un mot générique, qui contient une entrée port A, une entrée port B et une sortie add-out. Maintenant, en fait, comment je vais l'instancier? Bah, c'est très simple, c'est comme ça. Donc là, en fait, vous avez une single cycle loop, elle tourne à 100 MHz, et ce que je fais, c'est qu'à 100 MHz, je prends les entrées, je les alimente en fait au nœud, et je vais récupérer une sortie. D'accord? C'est pas plus compliqué que d'appeler en fait une librairie du point de vue de l'intégration de la BIOS, bien sûr. Après, les mécanismes qui sont derrière, c'est un peu plus complexe, mais c'est un peu l'idée. Voilà. Et donc après, vous avez un VI comme ça. Donc ça, c'est un VI top level, FPGA. Alors, si vous cliquez sur Run, il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien. Non. En fait, si vous cliquez sur Run et que vous n'êtes pas dans un environnement de simulation, il va transpiler le code de la BIOS en VHDL, appeler en fait le code VHDL que j'ai intégré, tout merger, et Xilinx va faire la compilation. Et une fois qu'il aura fini, vous pourrez lancer le code, le bitfile sera téléversé sur la carte, et là, vous interagissez directement avec la carte, à la vitesse qu'on a spécifiée auparavant. 100 MHz. Ah oui, la compilation, là, c'est au minimum 4 à 5 minutes. Plus le code est gros, plus ça prend du temps, et après, ça dépend de la puissance de calcul que vous avez. Alors, pour ceux qui font du LabVIEW FPGA, une information importante, si vous aviez l'habitude de compiler sur le Cloud ANI, ça s'arrête en fait à la fin de l'année. Voilà. Ok, ouais, ça s'arrête à la fin de l'année. J'explique pourquoi, parce qu'en fait,
compiler sur une machine, c'est très consommateur de ressources. Donc, quand on a des petits projets, on peut se permettre. Quand le projet est très très gros, généralement, on compile en fait sur une machine dédiée et on autorisait nos clients à compiler sur nos serveurs. À partir du moment où ils avaient un accès, en fait, un compte sur i.com, ils pouvaient compiler sur nos serveurs. Il y avait après un pool de priorités qui était alloué, mais c'était possible. Voilà. Alors, j'accélère un tout petit peu. On peut aussi utiliser, donc, ce que je vais montrer, Clip, en fait, c'est quelque chose qui n'était pas à l'origine dans la BioFPGA, pour appeler du VHDL. À l'origine, alors pas vraiment à l'origine, parce que pour les anciens, il y avait du HDL Node, mais c'est déprécié. On a ce qu'on appelle le IP Integration Node. C'est à peu près la même façon de fonctionner, mais il y a des subtilités très importantes. Vous allez vous retrouver avec un bloc dans lequel derrière il y a du code VHDL. C'est la façon la plus simple en fait d'intégrer du code VHDL. C'est à peu près comme ce qu'on a vu auparavant, sauf que la représentation du bloc n'est pas tout à fait la même. On va avoir des outils en fait permettant de faire le cheminement de ce code VHDL et son intégration. Voilà. Donc vous avez à peu près la même chose que tout à l'heure, hein. Spécifier la famille, vérifier la syntaxe, définir des contraintes, jusqu'à en fait l'intégration du code, comme ceci. Alors là, vous avez un exemple dans lequel en fait, je n'utilise pas un nœud clip, mais j'utilise en fait un IP node qui appelle une IP. Cette IP-là, en fait, vous voyez qu'elle tourne à 300 MHz et j'alimente ses entrées et ses sorties à 150 MHz depuis le code de la BioFPGA. OK ? Ça, c'est fait avec le IP node. Et d'un point de vue d'une représentation, là, vous avez un nœud clip, là, vous avez un IP node. D'accord? Les deux sont à 100 MHz, mais il y a une différence super importante entre les deux. Celui de gauche, le clip, en fait, le clip, il est parallèle au code de la BioFPGA. Celui de droite, il est inline avec le code de la BioFPGA. Donc, si on regarde, en fait, d'un point de vue fonctionnel, ça donne ça. Donc, ce que j'ai expliqué en premier, que j'ai bien détaillé, et que je vous recommande d'utiliser, la partie clip, en fait, vous avez le code de la BioFPGA, et même si, en fait, le bloc clip est dans la boucle while, la single cycle loop, en fait, il est en parallèle du code. Et du coup, vous avez des registres pour échanger entre les deux mondes. Quand vous êtes en fait sur un IP node, c'est un peu plus facile à intégrer, sauf que vous avez la contrainte que c'est inline avec le code. C'est comme si vous appeliez une fonction f de quelque chose. Alors que là, c'est comme si vous aviez lancé un VI en dynamique à côté. Donc, ce n'est pas la même logique. Donc, quand il y a des aspects de synchronisation, il vaut mieux travailler avec ça. Sinon, là, en fait, il faut absolument savoir quand lui, il a fini de travailler avec du handchecking. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une des différences. Il y a un autre point qui est très important, qui est bien résumé ici, et pour moi, c'est le plus important, c'est celui-ci, là, la simulation. Donc, avec un clip, vous ne pouvez pas simuler votre code. Qu'est-ce que ça veut dire, simuler votre code? Je reviens 3 slides en arrière, si vous me permettez. Voilà, je reviens à cet exemple-là, ici, là. Donc, typiquement, là, si je fais un run, ça va tourner directement sur la cible. OK? Mais je peux configurer ma cible pour se mettre en simulation. Et si je me mets en simulation, mon VI LabVIEW tournerait en fait comme un VI Windows classique. C'est ça qu'on appelle de la simulation. Si j'ai un nœud clip, je ne peux pas faire de simulation. Parce qu'en fait, ou alors il faudrait fournir un modèle qui permette à LabVIEW de savoir en fait qu'est-ce qu'il doit mimer quand il simule en fait la partie VHDL. Quand je fais de l'IP node, je peux faire de la simulation. Donc il y a avantages et inconvénients. Et il y en a un qui n'est pas facilement en fait directement simulable. Je continue, je reviens où j'en étais. Voilà. Donc, les différences principales, le clip, on peut l'appeler indépendamment à l'intérieur ou à l'extérieur d'une single cycle loop ou dans une boucle while. Le IPIN, l'intégration node, on peut ne faire que dans une boucle while, pardon, que dans une single cycle loop. On a typiquement pas de simulation pour la partie clip. Alors, on peut faire de la simulation third party. Qu'est-ce que c'est de faire de la simulation third party? Ça veut dire que votre projet, la BioFPGA, vous l'exportez, et vous pouvez en fait tout simuler, si vous êtes assez aisé avec Vivado, dans l'environnement Vivado. Vous créez des test bench en VHDL qui vont simuler votre design. Et à ce moment-là, en fait, vous n'avez pas besoin de rester dans la view et vous bypassez en fait cette limite-là où on ne peut pas simuler en fait le code de la view directement. Et la différence, c'est celle-ci là, très importante. En clip, vous êtes asynchrone, en parallèle de votre code de la BioFPGA. En IP Integration Node, vous êtes inline avec le FPGA. C'est clair? OK. Alors, donc là, je vous ai expliqué la base. De tout ce que j'ai expliqué auparavant, aucun de ces codes VHDL ne peut attaquer les I/O. Aucun. C'est LabVIEW qui attaque les I/O, c'est LabVIEW qui appelle du VHDL. Donc, si le VHDL doit attaquer une I/O, c'est LabVIEW qui va récupérer la donnée du VHDL et qui va l'envoyer vers l'I/O. Donc, si on regarde bien,
Alors, et de ce que je vous ai montré là, en fait, le IP node ou le User Defined Clip, accès interdit aux I/O. On a une autre technologie, en fait, qui va dépendre de la carte que vous utilisez, permettant de faire ce qu'on appelle du Socketed Clip. Donc, du Socketed Clip, c'est le même principe du code VHDL appelé par la view, mais qui peut attaquer directement les I/O, et donc aller beaucoup plus vite. Ici, vous avez un bon résumé de ce qu'il est capable de faire. Donc ça, c'est votre carte FPGA. Donc ça, c'est le FPGA qui se trouve dans votre carte, hein, dans le fond de panier du Compact Trio ou de votre carte. Vous avez le VI, la bio FPGA. Donc dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, la bio FPGA communique avec le user clip, mais le user clip ne communique pas aux I/O. OK? Et quand vous êtes en socketed clip, eh ben, vous avez la bio, en fait, quand vous êtes en socketed clip, vous avez, donc ça c'est du code DHDL, que la bio peut attaquer, et lui à l'intérieur, il a accès directement aux I/O. On fait la distinction entre le FPGA I/O et les sockets I/O. Les FPGA I/O, en fait, c'est les I/O que la bio peut attaquer en direct. Les sockets I/O, en fait, c'est les I/O qui sont attaqués par du VHDL, et la bio, en fait, fait le lien avec ce VHDL-là. Alors, je vais avancer un tout petit peu, parce que je pense que je suis un peu en retard. Au niveau d'une carte FPGA, d'une ressource en FPGA, on fait la différence entre des target I/O et des clip I/O. Ici, vous avez un exemple. Donc là, je suis sur une carte 7841. Cette carte-là, en fait, elle n'a pas de clip I/O. Elle n'a que des FPGA I/O. Ça veut dire en fait que les I/O ne sont attaquables que par la bio. Si vous êtes sur un Compact Trio ou une carte de la famille R-Series, il n'y a que la bio qui peut attaquer les I/O. Si vous êtes sur une famille de la famille des Flex, ce que vous avez à droite, vous avez des I/O qui sont attaquables par la bio et des I/O qui sont attaquables par le VHDL. Et donc vous avez plus de possibilités que ce qu'on peut faire avec des FPGA I/O uniquement limités à la bio. Exemple, ça c'est un de nos best-sellers. Ça c'est une carte FPGA R-Series qui doit contenir 128 discrets, 80 MHz. Dedans, il y a un Kintex 7. Vous pouvez spécifier le niveau logique en fait, de vos I/O. Il n'y a pas d'analogique, hein, c'est que du numérique. Ça, en fait, là-dedans, on ne peut pas faire de socketed clip. Si j'intégrais du code VHDL, en fait, il ne pourrait pas manipuler les I/O. On n'a pas l'infrastructure pour le faire. Donc, la bio, il n'y a que la bio qui peut accéder aux I/O. On a d'autres familles de cartes, la famille des Flex Rio, qui sont des cartes plus évoluées, en fait, qui vont ressembler à ce genre de choses. Voilà. Et là, on a la possibilité de pouvoir avoir un code LabVIEW FPGA qui intègre en fait du VHDL, qui lui peut même aller attaquer les I/O. La différence, c'est quoi? C'est que la carte que je vous ai montrée auparavant, du fait de la nature de la bio, les I/O, je ne vais pas pouvoir les lire à plus de 80 MHz. Et les cartes que je vous ai montrées après, si je veux lire des I/O à 100, 200, 300 MHz, comme c'est le VHDL qui le fait en direct, il n'y a pas l'infrastructure la bio qu'il y a entre les I/O en fait, et le monde FPGA, je pourrais aller beaucoup plus vite. Et donc, ça va me permettre de pouvoir monter en vitesse. Voilà, je vous épargne le détail. Et c'était bien garder ça en tête. En fait, c'est qu'une architecture Flex Rio, elle a cette capacité ici d'avoir le code LabVIEW qui discute avec un socketed clip que je peux personnaliser, qui a accès directement aux entrées-sorties. Alors que les cartes R-Series, elles n'ont pas cette partie-là. Elles ne me permettent que d'avoir LabVIEW qui communique avec du VHDL non accessible aux entrées-sorties. Bon, j'épargne cette partie. Et alors, oh, ok, c'est parce que j'ai copié des slides. C'est parce que j'ai copié des slides d'une presse que j'ai fait avec un collègue américain il y a longtemps. C'est pour ça, excusez-moi, je vais couper le son. Voilà. Alors, j'arrive à la conclusion. Pourquoi on a fait la partie socketed clip? Parce qu'en fait, on a des cartes que peu d'entre vous connaissent qui sont des cartes high-speed serial. Qu'est-ce que c'est qu'une carte high-speed serial? Je vais essayer d'être simple. En fait, depuis maintenant 10-15 ans, il y a la problématique que on est passé d'un monde de bus de communication parallèle à un monde de bus de communication sérialisée. Vos PC, avant, ils étaient en PCI, maintenant, ils sont PCI Express. Ceux qui font du PXI, vous avez connu les châssis PXI, maintenant, vous connaissez les châssis PXI Express. La différence qu'il y a, c'est que le bus PCI, c'était un bus parallèle qui permettait de faire transiter en fait 32 bits à 133 mégaoctets secondes. Donc, sur ce bus PCI de votre PC ou de vos châssis PXI, vous aviez 32 bits en fait qui étaient mis à jour à 133 mégaoctets secondes. Quand vous avez des bits parallèles comme ça qu'il faut les mettre à jour de plus en plus vite, quand vous flirtez avec les 800 mégas, 900 mégas ou 1 giga, c'est très difficile d'avoir les 32 bits qui sont en phase sur le même top d'horloge. Donc on est passé d'un monde en fait parallèle à un monde sérialisé. Les PC d'aujourd'hui, en fait, un PCI ou un PXI Express, en fait, c'est pas des données parallèles, c'est des bus sérialisés en fait, et qui sont à plusieurs gigabits par seconde. Et donc on a eu cette bascule qui s'est faite. Et donc, ça nécessite
d'avoir des composants dédiés. Et donc Xilinx et d'autres, ils ont travaillé sur ce qu'on appelle en fait des MGT. Donc des MGT, en fait, c'est un composant qui est capable de sérialiser, désérialiser en fait des données, passer du monde parallèle au monde série et du monde série au monde parallèle. Le monde FPGA, il est parallèle. Donc vous avez des composants en fait qui sont chargés de faire ces transmissions à très très haute vitesse, on parle de plusieurs dizaines de gigabits par seconde, et de faire cette sérialisation, désérialisation. Et du coup, bah, il y a des FPGA qui ont été délivrés par Xilinx, dans le cas des Virtex 7, Kintex 7 et autres, qui intègrent en fait c'est ce qu'on appelle des MGT, multi-gigabit transceiver. Chaque en fait FPGA a un nombre de TX et de RX plus ou moins important, et des vitesses ici par ligne qui vont jusqu'à 28, 30, 40 gigabits par seconde. D'accord? Il est impossible en LabVIEW FPGA de manipuler ces I/O en direct, c'est impossible. La seule façon en fait de faire, c'est que LabVIEW FPGA appelle du code VHDL qui peut faire ça. Et alors, cette technologie-là a donné naissance, en fait, alors c'est ce que j'explique, hein, ces cartes-là, elles ne se pilotent que par ce moyen-là. LabVIEW n'a pas la vitesse suffisante en fait, pour pouvoir manipuler des I/O qui vont en fait, au gigabit. De toute façon, ce n'est pas le code VHDL qui va les manipuler. Le code VHDL, il va manipuler en fait, les valeurs qui ont été sérialisées ou désérialisées. Et ça donne la possibilité, alors je épargne ça, de pouvoir gérer des protocoles en fait, d'une complexité folle. Personne en fait, aujourd'hui partirait de l'idée de créer en fait, en LabVIEW une IP permettant de faire de l'Ethernet 1 giga, 10 giga, 40 giga, 100 giga. Donc il y a des IP très complexes sur le marché qu'on peut acheter et qu'on va pouvoir très facilement en fait, réintégrer dans nos plateformes pour pouvoir en fait, faire du test de communication numérique Ethernet très rapide, pour pouvoir faire des protocoles en fait, de communication avionique de nouvelle génération, et j'en passe, et tous les protocoles que vous retrouvez ici, hein, de l'Aurora, du JESD 204B, du Serial Rapid I/O, et ainsi de suite. Donc ces IP sont tellement complexes qu'il est impossible de les écrire en LabVIEW. Donc, mais par contre, nos clients en ont besoin, parce qu'ils ont besoin de jouer avec ces protocoles et de communiquer avec des équipements qui supportent ça. Donc, ce qu'on leur propose, c'est au travers de la plateforme Clip et de Socketed Clip, de récupérer des IP achetés ou dans le monde du libre, elles sont souvent assez chères, ces IP-là, qui vont intégrer dans LabVIEW FPGA pour cibler ces cartes-là. Et pour conclure, ici, voilà, on a un exemple. Alors, il y a le lien ici, hein, je n'ai pas de communication, mais je vous montrerai. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'ARINC 818 ? C'est un bus avionique, tout à fait. Ouais. Alors, c'est beaucoup utilisé chez Airbus Hélicoptère. C'est en fait la future génération d'affichage dans les cockpits. Donc, typiquement, en fait, toute la vidéo qui sont dans les cockpits numériques de nouvelle génération, en fait, ils communiquent sur un bus ARINC 818. De l'ARINC 818, en fait, c'est comme en fait un Ethernet à plusieurs gigabits par seconde avec un protocole spécifique à l'intérieur. Il y a des IP qui existent pour faire de l'ARINC 818. Xilinx en vend, elles sont assez chères. Et donc, on a des clients qui utilisent en fait une carte. Alors, c'est cette carte-là. J'utilise cette carte ici, là. La 6592, voilà, cette carte ici, qui contient 4 TRX à 10, jusqu'à 10 gigabits. Et ce qu'on est capable de faire, c'est, on a en fait un châssis PXI qui a deux de ces cartes-là. Il y a une carte en fait qui fait de la génération et une carte qui fait de l'acquisition. En fait, à côté, là, dans la démo, sur la gauche, vous voyez, c'est X-Plane. X-Plane, en fait, c'est un simulateur d'avion, dans lequel en fait, on récupère par UDP les conditions météo, l'inclinaison, le cap et l'altitude de l'avion. Elles sont envoyées en fait au PXI. La première carte en fait intègre une IP ARINC 818 incorporée dans la view qui génère en fait ces 4 flux vidéo. Et la deuxième carte, il y a un loopback, elle fait le décodage de ces 4 flux vidéo. Et l'intérêt en fait pour nos clients, c'est ils peuvent jouer avec le protocole et souvent en fait ces protocoles-là, l'IP comme elle est très complexe, elle permet d'injecter pas mal de défauts. Et donc sur un banc de prod ou un banc de test, ça permet de pouvoir simuler des pannes en fait, dans le protocole pour voir comment réagit l'équipement au bout. Donc cette famille de cartes permet de pouvoir intégrer des protocoles très très complexes au travers de l'intégration d'IP existantes. La même mécanique que je vous expliquais avec le user clip, mais au travers du socketed clip. Alors ça demande des compétences un peu plus avancées que de simples compétences LabVIEW FPGA, mais c'est des choses en fait qu'on fait assez régulièrement. Voilà, j'ai fini. Je pense que j'ai respecté le temps. J'ai parlé un peu vite à la fin. Si vous avez des questions, allez-y. J'ai essayé de rester au niveau pour ne pas perdre tout le monde. Si vous avez des questions, je vous écoute. Asynchrone, il est fait en fait avec le reset du VI LabVIEW. Si vous voulez un reset asynchrone, en fait, après, il faut l'exposer en tant qu'entrée-sortie du nœud en fait, et le gérer dans votre LabVIEW. Typiquement, quand vous incorporez un composant VHDL, s'il a un reset, vous le matchez, en fait, vous l'associez au reset en fait, du VI,
Et donc, c'est quand il est déployé qu'il va être reseté. Oui, j'ai dit synchrone? Non, c'est asynchrone. On est d'accord, c'est asynchrone. Mais après, vous pouvez le gérer en synchrone si vous le voulez. À ce moment-là, c'est la view qui peut décider de faire le reset. C'est votre applicatif qui peut dire je fais un reset. Tout dépend comment vous l'exposez du point de vue du diagramme. Si on revient sur le slide de tout à l'heure, pardon, je vais revenir juste sur ça, là, si vous me permettez. Tac. Alors, ouais. Tac, je reviens juste sur cet exemple-là. Voilà. Dans cet exemple-là, quand j'ai incorporé mon code VHDL, vous voyez, en fait, le reset, il n'apparaît pas ici. Pourtant, le reset, il est bien dans le VHDL. Sauf que quand je l'ai intégré en fait, dans la définition, j'ai dit qu'il était asynchrone avec le reset labio. Mais si je l'avais laissé mapper en fait, aux entrées-sorties, j'aurais pu décider que le reset, c'était sur la 20e itération, par exemple. J'aurais pu gérer le reset là-dedans. Donc, le gérer quelque part de manière synchrone. J'espère que ça répond à la question. Okay. Ouais. Alors par exemple, la RIN Cuisson 18, en fait. Alors, ça, là, il y a une KB, en fait. Il y a une KB qui explique comment créer un clip à partir de cet exemple-là. Après, les clips, en fait, il n'y en a pas de prêt à l'emploi, en fait. C'est à vous de récupérer un code VHDL et de suivre cette démarche-là pour pouvoir l'avoir dans votre projet. On vous facilite le travail, mais pas autant. Pas autant que ça. Oui. Dans les clips, la RAC, ok, tu connais plus la CUI 61 850. CUI La 61 850, c'est un protocole Ethernet, mais pour l'énergie, dans les grids. Dans les jamais entendu parler. En fait, c'est comme la RAC, c'est tout propriétaire codé en Ethernet. Il faut regarder si Xilinx, s'il y a une IP chez Xilinx, c'est intégrable. En fait, là, l'IP qu'on voit ici, là, ce qui a été fait, la dernière que je vous ai montrée, là, typiquement, elle vient de chez Xilinx. Hein. Alors, elle est payante. Voilà. Donc, toutes les IP qui sont mentionnées là, à quelques exceptions près. Dans Xilinx, par exemple, le gigabit Ethernet, il est gratuit. Vous pouvez l'incorporer. Mais toutes ces IP-là, en fait, elles viennent de Xilinx, elles sont payantes. Donc, il faut déjà acheter l'IP chez Xilinx et après l'incorporer dans la bio au travers de ce que j'ai expliqué. Si, en fait, ce protocole existe et qu'il est assez répandu, certainement que Xilinx là. Ou si quelqu'un l'a, en fait, bah, il faut l'acheter. Je pense qu'il n'y aura pas sur le marché, ça ne sera pas disponible. Mais jamais entendu parler, je pourrais m'enseigner. D'autres questions? Il y avait des questions sur le chat. Ouais. Cyril. Tu veux ton micro, Cyril? Sinon, je tente de les retranscrire. Donc, tu l'évoquais tout à l'heure, le fait que le compilateur cloud soit arrêté en septembre. Ouais. Qu'est-ce qui va être complexe? Ça va être problématique dans le futur? Il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution. Ouais, faut compiler soit en local sur son PC, soit avoir sa propre ferme de compilation, donc un PC dédié, un PC Windows ou un PC Linux dédié sur son infrastructure pour compiler. Marque complémentaire, c'est que les compilateurs locaux sont tellement vieux qu'ils ne sont pas certifiés pour Windows 11. Alors non, ça c'est un autre problème. C'est qu'en fait, Xilinx, ils ont leur outil avant, il s'appelait ISE. Le support s'est arrêté à Windows 7. Et ils sont passés à Vivado. Donc, il y a tous les nouveaux produits PXI au catalogue depuis 3-4 ans, ils sont tous compliant en fait avec Vivado. Mais si vous utilisez du hardware ancien, qu'on peut toujours avoir au catalogue pour des raisons legacy, typiquement des 78, 42 et autres, là, à ce moment-là, il faut ISE. Donc là, le seul moyen, c'est une VM Windows 7 ou une machine Red Hat Linux 6.3. Il n'y a pas d'autre solution. ISE, ça ne tiendra pas sur Windows 10. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux compilateurs d'un point de vue utilisateur là-dessus? Non, c'est transparent. Ça ne se voit pas. Ça se voit si tu vas dans le fichier de log et que tu regardes, mais si tu ne vas pas dans le fichier de log, il n'y a aucune différence. C'est la même interface graphique. Parce qu'en fait, quand on va compiler, on va voir en fait, dans la view un résumé en fait, de ce que ISE faisait ou ce que Vivado fait. Et en fait, on verra les grandes étapes. On verra à la fin du synthèse, il dira j'ai besoin de tant de ressources. À la fin du map et du routage, il dit j'ai utilisé vraiment tant de ressources avec tant de performance. Dans les deux cas, c'est pareil. Les synthèses restent les mêmes, mais les approches de compilation aussi. Oui, il n'y a rien qu'à changer. C'est juste l'outil en fait, in fine, qui supporte d'autres FPGA. Et donc, si tu es un pur en fait, de Vivado, l'environnement ISE et Vivado ne sont pas très différents, mais c'est un peu comme si tu comparais une version de Visual Studio d'il y a 10 ans et une version de Visual Studio aujourd'hui. Tu as plus d'options de débugage et de mise au point. Tout à fait. J'avais une dernière remarque sur le chat.
Les cibles FPGA NA sont assez anciennes. À quand une modernisation des cibles? Alors, C'est prévu? oui, 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 oui. Alors, en fait, ça dépend de quoi on parle. Les cartes que je viens de montrer là, elles ne sont pas anciennes du tout. Elles ont moins de 2 ou 3 ans. Voilà. Les compacts trio, donc après, ça dépend de la plateforme. Si on est sur le compact trio, il va y avoir des refresh de compact trio qui devraient arriver, donc avec des nouveaux FPGA. Il n'y a pas trop d'infos pour l'instant. Et pareil pour les cartes, en fait, R-Series, donc les 7820, 7840, parce que ça utilise des Virtex 5 ou des Virtex 7 qui sont assez anciens. Et on sait que d'ici 2031, Xilinx devra arrêter. Donc, on est en train de travailler des solutions de remplacement. Voilà. Merci beaucoup. Merci.